Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech, votre magazine qui est dédié à l'innovation et aux enjeux de la société numérique. On en parlera beaucoup aujourd'hui. On va commencer par la question de l'exclusion. Nous n'avons pas tous le même accès en France aux nouveaux outils technologiques et non plus aux services dématérialisés. Pour parler des conséquences concrètes de cette exclusion numérique, j'ai convié Guillaume-Alexandre Collin d'Emmaüs Connect. Il nous rappellera quels sont les chiffres de la précarité numérique, des chiffres qu'il faut bien garder en tête, mais aussi il nous parlera des initiatives auxquelles nous pouvons tous participer. Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je lancerai le débat sur le harcèlement. Comment faire pour améliorer, davantage lutter contre le cyberharcèlement? Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a dit que les choses s'étaient aggravées pendant cette période de confinement et qu'il était très ouvert à toutes les propositions. Alors quels sont ces leviers que nous n'avons pas encore actionnés? On fera le tour des dispositifs en place et à venir avec des spécialistes de la modération et de la protection e-enfance. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme. On parlera des défenses naturelles des plantes qui inspirent les chercheurs. Avant de conclure par l'opération Smart Tech contre Covid, tous les lundis, je donne un coup de projecteur à une techno qui me semble urgente de valoriser pour sortir de cette crise Covid-19. Mais d'abord, donc, place à l'interview. On parle d'Emmaüs Connect et de ses actions contre l'exclusion numérique avec Guillaume-Alexandre Collin. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes président d'Emmaüs Connect, qui est une association donc, qui agit pour permettre l'inclusion numérique des plus fragiles. L'association a été créée en 2013. Quelles sont les conséquences que vous constatez de cette dématérialisation des services au public ? Alors effectivement, donc l'association a été créée en 2013 pour lutter contre l'exclusion numérique. La situation que l'on vit aujourd'hui, évidemment, est un accélérateur, je dirais, de la crise pour ces personnes en précarité numérique. Deux éléments importants à souligner, hein, la dématérialisation accrue, accélérée des services numériques actuellement. Échanger avec un médecin aujourd'hui, échanger avec ses proches, échanger avec sa banque. Tous ces services-là, actuellement, se dématérialisent de manière démesurée. Et par ailleurs aussi, on constate un équipement qui est de plus en plus difficile à fournir aux... Excusez-moi, je suis complètement... Et pourquoi donc ça? Parce que la précarité numérique, c'est vrai que c'est un sujet qu'on adressait, on parlait de la fracture numérique entre ceux qui avaient accès à Internet ou pas. Et puis, il nous a semblé, sans doute à tort, que les choses s'arrangeaient. Et là, ce que vous nous dites, c'est que pendant cette période de confinement, l'accélération de la dématérialisation des services a créé un fossé encore plus important entre ceux qui ont accès ou pas à ces outils? Exactement. Déjà, en France, on estime qu'il y a 5 millions de personnes qui cumulent comme une forme de double peine, précarité sociale et précarité numérique. Et effectivement, donc la situation actuelle l'a douloureusement mis en exergue. C'est 5 millions de personnes qui n'ont pas d'équipement? C'est ça ? On estime qu'il y a 8 millions de personnes, soit 12% de la population française, qui n'arrivent pas à se connecter à Internet parce que justement, ils n'ont pas d'équipement. Mais effectivement, parmi ces 8 millions de personnes, il y en a 5 millions qui sont en double précarité, je dirais, précarité sociale et précarité numérique. Et j'avais comme chiffre aussi 24% des Français qui ne sont pas en mesure de trouver la moindre information sur Internet. Alors effectivement, il ne suffit pas d'avoir un équipement et la connexion, il faut aussi savoir utiliser ces équipements. Et donc c'est ce chiffre-là, effectivement, 24%, c'est d'après l'INSEE, le pourcentage de Français qui aujourd'hui n'arrivent pas à utiliser, finalement, à aller chercher une information sur Internet. Ça, c'est un chiffre assez impressionnant. Alors quels sont les principaux besoins? C'est d'abord de la formation et de l'équipement? Alors, nous, on considère qu'il y en a trois. Le premier, c'est équiper. Équiper parce qu'il faut justement avoir un matériel. Ça peut être un smartphone, une tablette, un ordinateur pour aller sur Internet. Le deuxième besoin, il est important aussi, c'est pouvoir se connecter.
on l'oublie, mais il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas bancarisées et qui ne peuvent pas, de ce fait-là, accéder à des forfaits classiques. Et nous, on a mis en place, et notamment grâce à notre partenaire SFR, la possibilité d'acheter des recharges qui permettent ensuite de se connecter à Internet. Et puis le troisième besoin, vous avez raison, effectivement, c'est d'acquérir les compétences de base qui permettent d'aller sur Internet et de comprendre, d'utiliser les multiples usages d'Internet. Et alors, comment vous êtes organisé pour ça? Donc, il y a une association, il y a des lieux dans lesquels on peut se rendre pour être formé à ces outils? Alors, en France, on est présent dans 12 villes. Dans ces 12 villes, il y a 15 points d'accueil. D'ailleurs, 3 de ces points d'accueil sont très récents. C'est ceux de Créteil, Paris dans le 2e arrondissement et puis Marseille. Et donc, on intervient à travers, d'une part, les 40 salariés de l'association et à peu près 500 bénévoles. Et vous travaillez sur le réemploi, parce que c'est un des sujets que nous avons adressé la semaine dernière dans Smartech, la question du reconditionnement, mais aussi du réemploi du matériel usagé. Pour ça, comment vous vous organisez? Vous travaillez avec des entreprises pour récupérer du matériel? Alors, à travers effectivement le confinement, il y a exactement un an, on a lancé une opération qui s'appelait Connexion d'urgence pour justement répondre à la problématique des jeunes en décrochage scolaire et d'autre part aussi pour soutenir des personnes en très grande précarité. Et donc on a mis en place un dispositif qui est en fait un dispositif de réemploi solidaire, comme vous venez de le dire, avec à la fois le soutien de reconditionneurs et derrière de distributeurs. On s'est appuyé sur 1200 associations qui ont distribué donc du matériel reconditionné auprès de ces personnes en situation de précarité. Et l'enjeu d'ailleurs maintenant, c'est de faire perdurer ce système. Et donc on est en train de créer une filière, enfin même des filières locales de réemploi solidaire. Donc ça s'appelle lacollecte.tech. Et l'enjeu, donc, c'est pour les entreprises qui continuellement renouvellent leur parc, de pouvoir le distribuer, de le donner en fait à travers ces filières-là. Et puis avec les reconditionneurs, qui sont au passage des structures qui permettent l'insertion dans l'emploi, et ensuite donc des structures solidaires et sociales, redistribuer ces équipements. En France, pendant le confinement, on a dû distribuer à peu près, on a touché 40 000 personnes, on a distribué 20 000 équipements dans cette opération 40 000 connexions d'urgence. Et puis on a aussi distribué 120 000 recharges. Et là, avec la collecte.tech, on espère que d'ici à la fin de l'année 2021, on aura distribué 50 000 dons, ordinateurs ou autres équipements qui ont été donnés et reconditionnés. D'accord, et donc un appel aux entreprises, j'imagine, pour participer à ces dons. Ah oui, absolument. Et également aux bénévoles pour devenir un aidant numérique. On sait que le gouvernement aussi met l'accent là-dessus. Il y a des financements qui viennent du plan de relance pour cela. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même un des effets bénéfiques, je dirais, de la crise que nous vivons, c'est cette prise de conscience de la nécessité d'investir pour l'inclusion numérique. Et donc, à travers le plan de relance, 250 millions d'euros sont prévus, et avec différents dispositifs. Alors, il y en a un premier qui s'appelle Aidant Connect, qui vise justement à former des travailleurs sociaux qui accompagnent des personnes en situation de précarité sociale et numérique. Donc, nous, on va justement accompagner ce programme-là en formant, en aidant à la formation avec différents hubs Franciline et puis les assembleurs dans différentes régions, Île-de-France, Haute-Normandie, Hauts-de-France et puis Grand Est. Donc ça, c'est le dispositif des Aidants Connect. Et il y a effectivement aussi prévu à travers le plan de relance le recrutement de 4000 conseillers numériques. Et parmi ces 4000 conseillers numériques, nous, on va aussi contribuer à leur formation et par ailleurs en recruter pour intervenir dans des territoires où on n'est pas forcément présent aujourd'hui, ou même d'ailleurs personne n'est forcément présent. Ça peut être des territoires ruraux par exemple. Et d'autre part, ce qu'on aimerait, c'est faire comme on l'a fait à travers le confinement, aider des structures sociales à s'emparer de ces questions d'inclusion numérique. Donc appel aux entreprises, appel aux bénévoles pour avoir davantage de matériel, mais aussi d'aidants connectés. Ça fait partie du plan d'Emmaüs Connect. Merci beaucoup Guillaume-Alexandre Collin d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Emmaüs Connect. Nous, c'est l'heure de notre débat. On se pose la question des moyens de lutte contre le cyberharcèlement, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en a fait assez? Qu'est-ce qu'il reste à faire?
Comment peut-on lutter contre le cyberharcèlement? Évidemment, il y a déjà nombre de dispositifs qui sont en place, mais visiblement, ils ne sont pas suffisants, hein. On est quand même encore à quelques jours de la mort d'une adolescente de 14 ans, Alisha, qui a été retrouvée noyée dans la Seine, et l'enquête s'est orientée non seulement sur une rivalité entre élèves, mais aussi sur des faits de cyberharcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale, qui a été amené à réagir, a déclaré que la période de confinement avait démultiplié le cyberharcèlement. Cela s'aggrave selon lui. Alors, on en parle ce matin dans Smart Tech avec Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance, qui est spécialiste de la protection de l'enfance sur Internet, et également avec Hervé Rigaud, qui est président directeur général de Netino, un spécialiste de la modération de contenu, filiale social media et digital content du groupe Webhelp. Alors, première question, Justine Atlan, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Déjà, la situation s'est-elle aggravée depuis le premier confinement l'année dernière? Et est-ce que cette hausse est liée à une hausse des usages ou vraiment elle est encore plus impressionnante que ça? Les deux sont liés, en fait. Il y a eu évidemment une hausse des usages qu'on a tous vécu, que les adolescents aussi ont vécu, alors qu'on pensait qu'ils étaient déjà au maximum de leurs usages numériques, mais ils en avaient encore un peu sous le pied. Et c'est vrai qu'on a vu vraiment s'accentuer ce phénomène de cyberviolence en général, en fait, hein, pas que le cyberharcèlement, beaucoup de types de cyberviolence. C'était une période de crise qui a créé aussi beaucoup d'infractions et de délits d'opportunités. Donc tout ça cumulé a fait effectivement pas mal de problématiques de cyberviolence, cyberharcèlement. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas revenu à une situation d'avant le premier confinement. Donc on a le sentiment aussi qu'il y a des comportements qui se sont installés dans la durée et que donc il y a vraiment eu un basculement d'un certain nombre de comportements violents. Mais c'est aussi lié à la situation actuelle qui dure depuis un an, qui génère aussi, on le voit chez les gens, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, pas mal d'ennui aussi. Et toutes ces émotions-là cumulées, malheureusement, incitent aussi pas mal les gens à être un peu agressifs et violents, et donc avec leur outil de communication préféré qui reste le numérique aujourd'hui. Hervé Rigaud, bonjour. Est-ce que, parce que bon, Netino, c'est un spécialiste de la modération de manière générale. Moi, je voulais savoir si c'était un phénomène, évidemment que c'est un phénomène mondial, mais est-ce que c'est un phénomène très français aussi, ce cyberharcèlement? Non, on ne constate pas. Alors, nous, on publie tous les 3 mois un panorama de la haine. Et alors, il est franco-français, mais ce qu'on voit souvent, parce qu'on travaille avec Facebook ou évidemment plein d'autres plateformes, c'est qu'il est vraiment tout à fait mondial. Ça représente quasiment entre 10 et 13% suivant les pays. La haine en ligne, c'est 10 à 13% des messages. Mais il faut bien se mettre en tête que rien que sur Facebook, c'est 45 milliards de messages publiés chaque jour. Je ne parle que de Facebook. Ça fait 1,5 million de messages par seconde publiés, même s'il n'y a que 10% de haine. C'est déjà 10% de trop, mais c'est déjà des millions et des millions. Et non, c'est tout à fait mondial et généralisé. Voilà. Mais est-ce que c'est lié uniquement à la plateforme et à l'usage des réseaux sociaux et à l'existence même des réseaux sociaux? Moi, je ne le pense pas. Je pense que les réseaux sociaux sont un réceptacle de la haine ambiante, on va dire. Oui, alors c'est sûr qu'on ne va pas chercher des coupables ou imaginer simplement avoir une fausse baguette magique, d'ailleurs, d'interdire les réseaux sociaux, hein, puisque d'abord, je pense que les adolescents ont besoin d'échanger entre eux et que c'est un formidable outil pour cela, et qu'ensuite, j'imagine qu'il y a des solutions plus intelligentes à trouver. Vous avez abordé cette question de la cyberviolence, pas seulement le cyberharcèlement. Quelle forme cela prend ? Ça prend toute forme, parce que le cyberharcèlement, c'est la répétition. Hein. C'est quand vous sentez vraiment, d'ailleurs c'est ce que dénonce Madame Schiappa en portant plainte contre des agresseurs de raids numériques. Donc c'est vraiment la répétition contre vous, soit de beaucoup de personnes en même temps, soit d'une seule personne qui va réitérer après les cyberviolences. C'est ce qui peut constituer du cyberharcèlement, mais qui n'est pas forcément répété. Donc ça peut être des insultes ou des injures en ligne qui vous sont adressées. Ça peut être créer un faux profil à votre nom et se faire passer pour vous. Ça peut diffuser des images, absolument, des photos ou des vidéos de vous sans votre consentement, des images plus ou moins intimes, et donc quand c'est sexuel, ça peut s'appeler du revenge porn. Donc ça peut vraiment prendre des formes très différentes. Les haters, comme on dit, sont très créatifs, et c'est vrai que le numérique offre beaucoup d'opportunités en fait d'être très malveillant directement ou en se servant des autres et en créant de la rumeur, en créant des fausses réputations, en associant des fausses images de vous à vous, mais qui vont être tellement proches qu'on peut croire que... Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça ne crée rien
en termes de comportement humain, un outil qu'on ne crée pas particulièrement de comportement humain, surtout dans la communication, mais en revanche va quand même pouvoir faciliter, donner plus de formes différentes, parce que c'est vrai quand même que typiquement le revenge porn, ça n'existait pas avant les réseaux sociaux et Internet, parce que cet outil massif de diffusion comme ça, rapide, on n'a jamais eu cette puissance dans les mains, nous tous, donc ça nous donne un pouvoir énorme. Donc qui nous donne du pouvoir, nous demande d'avoir un peu de responsabilité, et on n'était pas nécessairement très prêt. Alors c'est très récent, on va apprendre à l'être, mais on n'était quand même manifestement pas très prêt à utiliser tout ça. Alors responsabilité des plateformes, est-ce que vous travaillez de manière constructive avec les plateformes de réseaux sociaux? Alors nous, oui. Pourquoi ? Parce que la protection de l'enfance sur Internet est quand même un sujet d'abord assez fédérateur, partagé dans le monde entier, qui a consensus quand même sur ce sujet-là. En plus, ces plateformes qui viennent globalement des États-Unis ont une conscience sur ces thématiques-là assez forte, c'est assez présent chez eux, et ça ne vient pas percuter la liberté d'expression sur laquelle en revanche on n'est pas effectivement en phase au niveau européen. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel ils se sont mobilisés assez tôt, contrairement à ce qu'on peut penser. La Commission européenne a créé aussi un programme qui s'appelle le Safer Internet il y a près de 15 ans maintenant, dont on fait partie, on est un représentant en France, et donc on a construit avec eux des partenariats, avec Facebook pour commencer évidemment, puisque c'est l'inventeur du réseau social, mais ensuite YouTube, et puis Snapchat, et puis TikTok, et puis tous ceux qui existent maintenant, et on a des possibilités de leur signaler directement à leur service et de Twitter modération. Aussi. Il n'y a pas de mauvais élèves, tout le monde est présent. Alors après, le mauvais élève, c'est en termes de réactivité, et c'est vrai que leur réactivité peut laisser à penser que certains ont mis moins de moyens dans la modération que d'autres. Donc il y en a qui sont très réactifs, et même des Snapchat ou TikTok le sont sur nos thématiques, encore une fois. Quand ce sont des mineurs qui sont victimes sur leur plateforme, en 1 heure ou 2, honnêtement, ils retirent les contenus qu'on peut leur signaler, qui sont illégaux, parce qu'on s'appuie évidemment sur un cadre légal. C'est intéressant, ça veut dire qu'on voit qu'ils ont les moyens d'agir vite. Absolument, mais après ils hiérarchisent. Donc c'est vrai que la priorité est donnée pour l'instant à des victimes mineures, ce qui peut s'entendre, mais c'est vrai qu'il faudrait certainement qu'ils mettent plus de moyens pour que tout le monde puisse en bénéficier, et sans nécessairement passer par des acteurs comme nous qui sommes des tiers de confiance, donc qui faisons de la pré-modération effectivement, et qui sont entre l'utilisateur final et eux. Et peut-être qu'il faudrait mettre, enfin sûrement même, plus de moyens financiers et humains dans les services de modération pour que tout le monde puisse profiter de cette réactivité. Hervé Rigaud, une réaction là-dessus, puisqu'on parle de votre cœur de métier. Comment vous travaillez, vous, modérateur ? Vous êtes un premier modérateur avant les réseaux sociaux. Comment vous travaillez avec ces plateformes ? Bon, en fait, en toute transparence, nous sommes sous-traitants souvent de ce type de plateforme, ou de marques qui sont sur ces plateformes-là. Pour Facebook, on traite plus de 200 pages Facebook de marques. Mais donc on traite de façon, je dirais, dans le fond, c'est-à-dire qu'on crée des chartes avec nos clients et aussi avec les plateformes qui respectent, comme l'a dit Madame Atlan, la loi déjà. Enfin, on se base nous sur l'équilibre entre la liberté d'expression et et évidemment ce qui doit être modéré, banni, supprimé. Donc on fait un travail de fond là-dessus qu'on fait évoluer au fil de l'eau. Mais en effet, je suis complètement d'accord. Il y a une problématique de moyens et de réactivité. Alors on a tous de l'intelligence artificielle, mais elle ne résout pas tout. Pour certains, elle devrait être a priori, mais ça vient à l'encontre de la liberté d'expression. Et pour d'autres, il faudrait mettre des centaines de milliers de modérateurs. Mais là, on a une problématique, vous venez de le dire, de moyens. Mais encore une fois, si je prends l'exemple de Facebook, c'est la plus grosse communauté de modérateurs dans le monde. Ils sont quasiment 50 000, mais ce n'est pas suffisant, rien que pour Facebook. Plus tous les autres modérateurs de toutes les pages qu'ils hébergent. Pardon ? Hervé Rigaud, on ne peut pas dire que Facebook est un problème de moyens, a priori. Non. L'allocation de moyens. Mais la modération, jusqu'à présent, a toujours été considérée comme un centre de coût, comme, je dirais, quelque chose qui était imposé. Évidemment, ça ne génère pas directement des revenus. Donc on est toujours sur cette... mais ça vient, et c'est notre cœur de métier, on estime que créer des espaces sécurisés permet justement à tout le monde de favoriser, je dirais, les volumes, les interactions, etc. Mais c'est un long processus, en tout cas intellectuellement, c'est vu comme un centre de coût. Donc évidemment, quand on met un coût face à un risque, c'est jamais, on va dire, des choses dans le business très positives. Mais enfin, là, on ne parle pas de business, là, on parle vraiment de protection des enfants. Et je suis complètement aussi d'accord avec Madame Atlan. Malgré tout, les efforts sont faits
majoritairement là-dessus, et c'est une très bonne nouvelle, mais si on doit l'étendre, c'est-à-dire que c'est aussi un gros problème d'éducation, on va peut-être en revenir, et revenir dessus, mais on est face à des millions d'incivilités, et avant même de parler de faits graves qui tombent sous le coup, je dirais, du droit pénal. Mais, et c'est plus là-dessus qu'il faut travailler. La réactivité, on peut toujours l'améliorer, mais encore une fois, c'est plus de technologie, c'est plus de moyens, c'est de la techno et de l'humain. C'est tout. On est au cœur du sujet. Mais je pense de plus en plus qu'il y a une prise de conscience. Je sais qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont déjà en place, Justine Atlan, pour lutter contre ce cyberharcèlement. Il y a la sensibilisation auprès des jeunes, auprès des parents, la formation aussi des éducateurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas suffisamment encore aujourd'hui pour être efficace? D'abord, il faut mettre en perspective que c'est un phénomène très récent quand même. Ça fait une quinzaine d'années que c'est vraiment démocratisé, popularisé, etc. et que les jeunes les utilisent plus même que les adultes. Donc c'est vrai qu'on a très peu de recul et que le problématique qu'on a eu, c'est que les générations ont tout découvert en même temps. C'est-à-dire adultes et jeunes ont découvert en même temps ces usages. Donc il n'y a pas du tout pu avoir de transmission. C'est la clé de l'éducation, c'est de transmettre ce qu'on a eu comme expérience et comme savoir pour que les enfants bénéficient et ne fassent pas leur propre expérience. Ils le font à la marge, mais normalement, ils n'apprennent pas que comme ça. On leur épargne ça. Et donc là, le problème, c'est que ça a été le cas. Donc c'est vrai que c'est du retard, mais du retard qui est compréhensible. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, il faudrait généraliser, être plus systématique en fait dans l'approche, c'est-à-dire plus systématique dans l'éducation des jeunes, être plus systématique dans la formation des parents, être plus systématique, comme on le dit, en termes de modération par les plateformes. Là, il y a par exemple la création d'un comité de parents qui a été annoncé aussi par Marlène Schiappa. Quel est le principe? Parce que je ne sais pas si ça a été mis en place, ça devait commencer à être lancé la semaine dernière. C'est lancé demain, en fait. Demain, voilà. C'est lancé demain en fin de matinée. C'est un dispositif, je crois, qui avait vocation à être interministériel, avec plusieurs ministères concernés, l'éducation nationale, la ville, la protection de l'enfance et l'intérieur. Pour l'instant, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir, parce qu'en réalité, il y a déjà des dispositifs. Alors, c'est toujours des bonnes initiatives si ça peut, réactualiser ces problématiques-là, en fait, et mettre un peu d'impulsion. Le problème, toujours, c'est qu'il n'y aura pas de moyens à côté, que ça va se reposer beaucoup, de ce que je comprends, sur les associations, qui ne sont pas que des bénévoles, qui sont aussi des salariés professionnels et experts qui ont besoin d'être accompagnés financièrement pour sortir tout ça. Donc, il faudrait que ça soit plus généralisé au niveau de l'éducation nationale, sans doute, qui trouve qu'on lui demande trop, mais là, c'est quand même un usage quotidien qu'on fait tous. Donc, ils ont quand même leur part à jouer. Ce que je trouve intéressant, un peu inquiétant, mais intéressant, c'est que ça révèle, en fait, l'éducation nationale a trouvé une solution. On interdit le smartphone à l'école. Voilà, le smartphone au collège, à l'école et au collège. Mais ce que ça révèle quand même, et ce qui est plus inquiétant, c'est que l'école est censée quand même transmettre la citoyenneté. C'est censé nous apprendre à devenir des futurs citoyens de la République. C'est l'école de la République. Et ce que révèle cette incivilité, comme c'était mentionné, et ces comportements parfois haineux et discriminants, c'est qu'en fait, on ne nous apprend pas suffisamment à l'école ce que c'est qu'être un citoyen. Et que donc, on le voit sur ces réseaux-là de façon massive parce que c'est écrit, parce que ça reste, parce que c'est transmis et partagé, qu'en fait, on a peu de connaissances là-dessus. Les jeunes, pour beaucoup, ne savent pas quel est le cadre de la liberté d'expression. Quel est le cadre, effectivement, de la discrimination, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire, comment, etc. Tout ça dans un cadre protecteur de la démocratie, tout simplement. Et ça, on se rend compte que c'est vraiment un maillon très faible de l'éducation nationale. Or, ça devrait être fondamental, finalement, et justement, permettre de corriger des inégalités de naissance qu'on peut avoir selon les familles qui sont plus ou moins au fait de ça, ou plus ou moins dans la transmission, parfois, de discrimination et autres. Et les enfants devraient avoir toute cette chance à l'école de remettre tout à plat et vraiment qu'on leur apprenne à être des citoyens de la République française. Et voilà, et je trouve que les réseaux sociaux révèlent cette lacune. Donc je pense qu'il est temps vraiment de s'y attaquer parce qu'à l'école, on apprend le savoir-être, le savoir-vivre ensemble et pas que des connaissances qu'on applique plus ou moins d'ailleurs dans nos vies futures. Alors Hervé Rigaud, on arrive à la fin de ce débat. Moi, j'ai un peu une idée fixe aussi dans Smartex, c'est être un citoyen numérique. Ça veut dire aussi protéger ses données personnelles parce que finalement, si on veut se mettre à l'abri du harcèlement, ça passe aussi par là, non ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais en parler, puisqu'en fait, comme Madame Atlan dit, on a une problématique d'éducation, mais en effet, déjà commencer par expliquer que la plupart des plateformes ont des moyens assez simples de limiter, de maîtriser sa politique de confidentialité, comme on dit. Donc,
ça, c'est assez simple et c'est accessible aux enfants, mais aussi évidemment aux adultes. Mais même ça, nous, on s'aperçoit globalement que les gens ne le font pas. Ils confondent accepter les conditions générales et je dirais les politiques de RGPD, et ensuite derrière ils ne font rien. Donc tout est accessible, tout est ouvert. Or, encore une fois, sur la plupart des plateformes, on peut limiter de façon très sensible l'accès à ses données, l'accès à son profil, recevoir des notifications quand quelqu'un vous mentionne sur une photo, ce qu'on appelle taguer, etc., etc. Donc il y a des choses assez simples à mettre en place. Évidemment, ça ne résout pas tout, mais je pense que les jeunes peuvent les connaissent, ils ne le font pas parce qu'en effet, ils ne mesurent pas les conséquences, mais les adultes doivent les accompagner et doivent déjà prendre conscience eux-mêmes qu'ils ont un rôle à jouer, car il n'y a pas, entre guillemets, de cybervie et de vie réelle. Maintenant, pour nos enfants, c'est la même vie, c'est la même chose. Donc en fait, nous on fait encore la distinction, je dirais, ouais. mais eux ne la font plus. Et je pense que c'est déjà ça, en fait, la prise de conscience c'est même pas une porosité, c'est la même vie. Et donc, je dirais, au lieu d'arrêter d'interdire le smartphone à l'école, il faut au contraire l'introduire et le mettre dans la vraie vie, parce qu'en fait, il est dans nos vies, quoi. C'est ça. Donc, plutôt que d'interdire, il faut donc apprendre, continuer, mettre l'accent sur l'éducation, mais aussi d'ailleurs des parents, parce que la protection des données personnelles, je ne suis pas sûre que les adultes sachent forcément non plus comment s'y prendre. Merci beaucoup à Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance, d'être venue en plateau, et à Hervé Rigaud, président, directeur général de Netino by Webhelp, pour vos éclairages. Lutte contre le cyberharcèlement. Juste après la pause, on va s'oxygéner. On part à la recherche d'inspiration technologique dans la nature. Vous êtes de retour dans Smart Tech. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme. Et c'est Elsa Vizier, directrice scientifique de Bioxégie, que nous accueillons. Bonjour Elsa. Bonjour. On va parler des mécanismes naturels de défense, comment les plantes réagissent face aux agressions. Ouais. Alors déjà, quand on dit agression pour des plantes, il y en a 3 types en fait. Il va y avoir ce qu'on appelle les ravageurs. Donc en gros, c'est les animaux, souvent des insectes, qui vont se nourrir des plantes. Il va y avoir les maladies. Donc les agents infectieux, ce qu'on appelle des phytopathogènes. Et il va y avoir ce qu'on appelle couramment des mauvaises herbes, qui sont en fait des plantes concurrentes. Et donc pour ça, les plantes vont avoir tout un panel de stratégies, de mécanismes à leur disposition pour se défendre. Les plus simples, ça va être, disons, des structures physiques, comme des épines, qui vont empêcher en fait les agressions. Il y a aussi des possibilités d'action chimique, donc avec des biocides, des substances nocives en fait pour leurs agresseurs, sachant que les plantes ont tout un système immunitaire avec des substances chimiques qui vont avoir des effets divers pour tuer en fait souvent leurs agresseurs. Mais au-delà de ça, les plantes ont des mécanismes bien plus sophistiqués pour faire face aux agressions. Elles peuvent par exemple tromper l'ennemi. Donc en fait, il y a des plantes les papillons vont venir déposer des œufs sur leurs feuilles. Et en fait, à la place des vrais œufs, ce que vont faire ces plantes, c'est qu'elles vont créer des taches sur leurs feuilles qui vont simuler, donc ce sera des faux œufs. Et les papillons vont se dire, il y a déjà un autre papillon qui a pondu, donc moi je vais autre part. Parce que les œufs de papillons sont un problème pour certaines plantes. Oui, parce qu'ensuite les papillons vont se développer en utilisant la feuille et ensuite vont ronger la feuille. D'accord. Dans les autres stratégies que vont avoir les plantes, elles vont faire appel à d'autres organismes vivants pour se défendre. Donc c'est par exemple le cas des acacias qui vont avoir des excroissances qu'on appelle des corbeltiens. En fait, c'est des espèces de petites épines creuses qui contiennent de la nourriture pour les fourmis. Et les fourmis vont venir habiter chez les acacias et les défendre de toutes les attaques. C'est aussi le cas pour un parasite qui s'appelle la pyrale du maïs, donc qui attaque le maïs et pas mal d'autres cultures assez connues. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, le maïs va émettre ce qu'on appelle un composé organique volatif, donc COV, qui va faire appel à une guêpe parasitoïde qui en fait va pondre ses œufs dans les larves de pyrale du maïs, ce qui les empêchera de se développer et donc empêchera comme ça
ravageurs d'attaquer le maïs. Et ça, ce sont des inspirations pour les chercheurs en nouvelles technologies? Alors en fait, c'est des très grandes sources d'inspiration puisque aujourd'hui, les pesticides, bon déjà c'est un énorme marché, mais il faut savoir que 36% des pesticides utilisés sont extrêmement toxiques. Et qui dit toxique, ça va être toxique pour la plante, mais ça va être toxique pour le reste de l'environnement. Et ça engendre des pollutions de l'air, des sols et des eaux. Par exemple, aux États-Unis, il y a 90% des puits qui sont contaminés en fait par les produits phytosanitaires. Et en fait, en comprenant mieux les mécanismes de défense des plantes, on va être capable justement de mieux réguler justement nos systèmes agricoles et d'utiliser des produits qui sont des produits ou des stratégies justement plus spécifiques et faire en sorte d'utiliser moins de produits nocifs. C'est ce que les jardiniers connaissent en utilisant des nids à coccinelle pour protéger des pucerons. Et alors, vous vouliez nous parler d'un exemple très concret, un capteur qui est inspiré du bombix du mûrier. Oui, alors là, il y a plein d'applications. Alors, le bombix du mûrier, c'est le papillon du ver à soie qui pour se reproduire, a seulement 15 jours. Donc, il va chercher à localiser les femelles qui, elles, ne volent pas. Et pour ça, il a un sens de l'olfaction qui est extrêmement développé. Il peut repérer donc des phéromones, c'est les substances olfactives qu'émettent les femelles, jusqu'à 16 km. Et pour ça, en fait, il dispose d'antennes qui sont vraiment gigantesques. Et ce qui leur permet de détecter des substances à des taux très fins, c'est qu'en fait, il va y avoir une très grande surface de contact. Et donc, non seulement les antennes sont grandes, ensuite, il y a plein comme de dents de peigne. Et à l'intérieur de chaque dent, c'est des structures qui sont poreuses et qui donc vont augmenter la surface en contact. Et ça, c'est des structures qu'ont cherché à reproduire des chercheurs de l'Université de Strasbourg, l'ICPES. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont des nano-cantilevers, donc c'est des sortes de peignes, et ils vont faire pousser dessus des nanotubes de titane. Donc ça va faire des petits tubes avec une très grande surface de contact qui vont ensuite fonctionnaliser, donc c'est-à-dire ils vont faire en sorte que les molécules qu'on souhaite capter puissent, par un phénomène physico-chimique qu'on appelle l'adsorption, en gros s'adhérer sur ces nano-cantilevers. Et en fait, la méthode de détection utilisée, c'est une vibration. S'il y a une molécule qui s'accroche sur le nano-cantilever, ça va changer la fréquence de vibration. Et comme ça, on est capable de détecter des quantités très très fines. Ça va jusqu'à l'ordre du PPT, donc partie par trillion, ce qui présente des capacités olfactives bien meilleures que tous les chiens entraînés dans le monde. Ah bah c'est impressionnant et on espère qu'il y aura plein d'inspirations de la nature qui nous aideront aussi à combattre le virus Covid-19. Ça, c'est le sujet à suivre. On a une technologie à découvrir qui devrait nous permettre d'accélérer cette sortie de crise. En tout cas, c'est l'objectif et c'est Cécilia Sévry qui va nous la présenter. Et c'est parti pour notre opération Tech contre Covid, Smart Tech on pourrait dire, contre Covid même. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une technologie qui analyse l'air dans la pièce et peut donc y détecter les virus qui circulent. Pour cela, vous êtes venu accompagné de Jean-Gabriel Vinclair, qui est président de la société Pando 2. Mais d'abord, expliquez-nous, Cécilia, pourquoi cette innovation a retenu votre attention? Alors parce que c'est une solution, vous l'avez dit, qui mesure en temps réel et on continue la contagiosité d'un espace intérieur au Covid-19, mais pas seulement. Concrètement, elle mesure la qualité de l'air grâce à des capteurs et une application. Il y a des capteurs pour mesurer l'air extérieur et des capteurs pour mesurer l'air intérieur. Ces capteurs, ils sont capables de détecter le taux de CO2, mais aussi toutes les particules fines, le taux d'humidité et différents gaz et d'autres. 20 paramètres sont mesurables en réalité. Toutes ces données, elles permettent un bilan en temps réel de la qualité de l'air dans une pièce et toutes ces informations détaillées sont transmises via une application. Alors il y a une alerte pour chaque paramètre mesuré qui dépasserait le taux recommandé. Donc dès qu'en fonction du taux qui arrive dans la pièce, on a une petite alerte qui nous dit voilà où on en est à l'heure actuelle. Et ces solutions sont proposées en même temps que les alertes sont annoncées. L'application est capable de dire en fonction du taux de CO2, de celui de telle ou telle particule, du flux d'air qui entre, s'il faut aérer la pièce par exemple. Ouvrir la porte plutôt que la fenêtre en fonction du courant d'air qu'il faut générer pour éviter d'augmenter le taux de telle ou telle particule, réguler le chauffage, tous ces détails qui peuvent avoir un impact en fait, une incidence sur le temps de survie d'un virus et du Covid-19 sur les surfaces.
Et est-ce que ça veut dire qu'il faut installer un capteur dans chaque pièce? Oui, dans chaque pièce d'un bâtiment, d'un bureau ou d'une école, par exemple. Vous savez, le gouvernement réfléchit actuellement à un dispositif permettant d'assurer la traçabilité des clients à l'entrée des restaurants grâce à la présence d'un QR code. Eh bien, Pando 2 a déjà mis en place un QR code à l'entrée de chaque pièce, ce qui va démocratiser en réalité l'accès à l'information sur la qualité de l'air dans une pièce pour tout le personnel et les visiteurs d'un immeuble sans avoir besoin d'avoir accès avec des codes d'accès, etc. à l'application directement. Et comment l'application, votre technologie, comment détecte-t-elle le virus Covid-19? Grâce au taux de CO2. C'est ce qu'on a découvert récemment. C'est pour ça que tout le monde se geste un peu sur les capteurs de CO2 aujourd'hui. Alors donc, vous l'avez dit, on a avec nous Jean-Gabriel Vinclair à l'origine de cette solution. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez choisi de prendre à bras-le-corps le sujet de la qualité de l'air avant la crise sanitaire, il faut bien le préciser. Un sujet qui était assez ignoré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on réalise qu'en étudiant le CO2, on pouvait avoir un indice sur la présence du virus Covid-19. Alors pourquoi, on a réalisé si tard l'intérêt du taux de CO2 par rapport au Covid-19 et pourquoi, on ne met pas des capteurs partout? Bonjour, merci pour l'invitation. C'est effectivement une excellente question. C'est bon de rappeler effectivement que Pando 2 a été créé en 2018. Notre sujet à la base, c'est la qualité de l'air, extérieur, surtout intérieur, qui était le parent pauvre. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a eu beaucoup de discussions, d'échanges avec les scientifiques notamment, sur le caractère aéroporté ou pas du virus. On savait que les précédents virus, ses cousins, étaient bien aéroportés, donc du coup, beaucoup d'hésitation. Et aujourd'hui, il est maintenant à peu près reconnu, et notamment en raison des consignes d'aération, qui sont des gestes barrières à part entière, que ce virus se transmet bien par aérosol notamment. Et qui dit aérosol dit confinement, renouvellement d'air dans un espace clos et du coup forcément le CO2. Alors vous dites qu'il est aéroporté, mais c'est pas officiel qu'il est aéroporté. Ça c'est ce que vous disiez aussi des consignes, la notion d'aérosol, mais ça c'est un point de vue qui est quand même pas vraiment étayé par les agences scientifiques. Vous dites si c'est aéroporté, il faut prendre les mesures pour... Au moins, ce qu'on peut considérer, et si on part d'un principe de bon sens qui est un principe de précaution, si le gouvernement nous recommande d'ouvrir et de ventiler la pièce 10 minutes par jour, 3 fois par jour, c'est qu'on considère qu'il y a certainement un risque de transmission par aérosol. Nos voisins européens l'admettent beaucoup plus, notamment l'Allemagne qui déploie massivement des capteurs de CO2 dans ses salles de classe. Et les études scientifiques convergent de plus en plus vers cette hypothèse. Et pourquoi vous n'avez pas davantage interpellé le gouvernement alors sur ce point? Effectivement, pourquoi on n'a pas des capteurs aujourd'hui partout dans les pièces? On essaye, on a fait différentes expérimentations, on se rapproche notamment des espaces culturels qui nous semblent être des lieux très stratégiques. La fréquentation peut y être contrôlée. Le port du masque qui est obligatoire, on n'a pas de cris, on ne mange pas. Et donc du coup, la simple mesure du renouvellement d'air nous semblerait être un parfait exemple ou un parfait lieu d'expérimentation. Pour compléter un petit peu ma réponse, ce qu'on voit, ce qu'on observe, et notamment les sujets sur lesquels on est sollicité, c'est comme vous le disiez, des demandes d'équipements massifs de capteurs de CO2 pour les réfectoires dans un premier temps, mais également à plus large échelle sur des salles de classe. Donc c'est-à-dire avant même de demander au gouvernement de reconnaître cette caractéristique du virus, vous dites essayons, faisons de l'expérimentation. Exactement. De toute façon, certaines collectivités se sont saisies du sujet. On a des déploiements massifs dans des collectivités avec des beaux projets à venir d'ailleurs très prochainement. Que je ne peux pas malheureusement encore annoncer aujourd'hui, et en plus, effectivement, expérimenter. On a à ce titre 2 restaurants à Nice qui nous ont contactés, sollicités pour déployer une solution globale depuis le capteur, les QR codes, la mise en place de solutions. Et je pense qu'effectivement, il faut arrêter d'être passif dans cette crise sanitaire qui s'éternise un petit peu, et ce genre d'initiative pourrait être intéressante. Mais alors, pourquoi vous pensez, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas assez confiance en l'innovation française? Parce que vous l'avez dit, en Allemagne, on a déployé beaucoup plus tôt des solutions en rapport avec cette technologie des capteurs. Alors pourquoi en France, ça fait déjà un an qu'on est confiné? Assez culturel. Le premier confinement, on a tous été un petit peu surpris, et notamment les pays occidentaux, qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de maladies et de virus respiratoires.
Mais les entreprises ont envie de développer des technologies, pourtant elles ne sont pas beaucoup déployées. Tout à fait. On tombe un petit peu dans l'attentisme. Il y a l'INRS qui a sorti une très belle étude, notamment qui met en garde sur les moyens de traitement, purification de l'air. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus, qu'on soit beaucoup plus pragmatique et qu'on expérimente. Et on est tout à fait disposé, nous, à ouvrir complètement nos bases de données à des scientifiques, à n'importe quel pair qui voudrait venir étudier l'expérimentation. Et alors, vous avez parlé de QR code, ça permet quoi? Un suivi de la contagion, c'est ça? On peut voir peut-être votre appareil, vous pouvez nous le montrer? Effectivement, ce qu'on propose, c'est d'installer et de déployer ce type de capteur ou d'autres. On a été le premier à pouvoir décloisonner l'univers du microcapteur. C'est-à-dire qu'on est capable de proposer une supervision sur mesure avec n'importe quel capteur du marché. Les déployer, les paramètres de base en dessous desquels on ne travaille pas, c'est température, humidité relative et CO2. La température et l'humidité relative ont un impact avéré sur la durée de vie du virus, en surface ou en aérosol. Et comme vous le disiez très justement, le CO2 nous donne une indication de présence. On arrive à en dériver la densité d'occupation et le taux de renouvellement d'air. Donc du coup, sur cette base, on est capable d'alerter, émettre des recommandations concrètes d'ouverture, de ventilation, et également d'aller piloter notamment les systèmes de ventilation. Et faire du suivi. Et de faire du suivi dans le temps, exactement. Merci. Le QR code, excusez-moi. Alors très vite. Oui, ça permet d'ouvrir l'application sans être connecté, sans avoir à créer de compte, et donc du coup de donner accès à n'importe qui, dans un musée, dans un restaurant, à la qualité de l'air en temps réel de l'établissement. Merci beaucoup Jean-Gabriel Vinclair, président et cofondateur de Pando 2. Merci à Cécilia Sévry pour cette nouvelle tech contre Covid. Merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des enjeux de cette société numérique. À suivre, vous allez découvrir des entreprises du numérique qui viennent pitcher dans le lab. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.